Un pétrolier en provenance de Russie est entré ce mardi dans la baie de Douarnenez dans le Finistère, après avoir été intercepté par la marine nationale française qui le soupçonne de naviguer sous un faux pavillon camerounais. Les autorités ont pris le contrôle du navire dimanche matin dans les eaux internationales avec l'appui du Royaume-Uni, après que son capitaine russe a refusé à de multiples reprises d'obtempérer aux consignes des militaires français selon le procureur de Brest. Une enquête de flagrance a notamment été ouverte pour défaut de pavillon et refus d'obtempérer. Sur ses réseaux sociaux, le président Emmanuel Macron a déclaré que l'arraisonnement du pétrolier s'était déroulé dans le strict respect du droit de la mer. De son côté, le Kremlin a qualifié cette saisie d'acte à la limite de la piraterie internationale et affirmé prendre des mesures pour garantir la sécurité du transport maritime en réponse à l'incident. Il s'agit du 4e bateau de ce type arraisonné par la France depuis septembre dernier sur fond de soupçons d'appartenance à la flotte fantôme que la Russie utiliserait pour contourner les sanctions occidentales. Près de 600 navires soupçonnés d'y appartenir sont actuellement visés par les sanctions de l'Union européenne. Le Premier ministre arménien Nikol Pachinian marche sur une corde raide à quelques jours seulement des élections législatives. Après avoir multiplié ces derniers mois les gestes de rapprochement avec Bruxelles et Washington, le dirigeant a répondu à l'appel lancé par l'Union économique eurasienne, dirigée par la Russie, en faveur d'un référendum sur le maintien de cette politique pro-occidentale et déclaré que le moment pour un tel choix n'était pas encore venu. Եվրոպական միությանը անդամագրվելու համար կամ Եվրամիության անդամության տեխնացուի կարգավիճակին շատ մոտ չէ, որևէ հանրաքվե անելը անտրամաբանական է. La candidature de l'Arménie à l'Union européenne reste théorique, a souligné Nikol Pachinian. Le Premier ministre arménien a ajouté que les relations avec la Russie sont dans ce qu'il a qualifié de phase de transformation, mais ce processus reste selon lui positif. De son côté, Moscou poursuit son offensive économique contre le pays en interdisant ce lundi les importations de nombreux produits issus de la pêche, après avoir restreint les importations de vin et de fruits et légumes arméniens. Le Kremlin a également menacé de couper les approvisionnements en pétrole et en gaz russe à destination de l'Arménie. Des centaines de personnes se sont rassemblées ce mardi devant le commissariat de Southampton après la diffusion de vidéos montrant la police menotter un étudiant agonisant accusé à tort d'injures racistes par son meurtrier. La colère a été ravivée après la condamnation ce lundi de Vikrum Digwa, jeune homme sikh de 23 ans à la perpétuité pour avoir poignardé à mort Henri Nowak en décembre dernier. La ministre de l'Intérieur, Shabana Mahmoud, a condamné les débordements, les qualifiant de totalement inacceptables et a accusé les manifestants de détourner cette tragédie pour attiser la violence et le désordre. Lors de ce rassemblement, Tommy Robinson, militant politique d'extrême droite, a dénoncé ce qu'il a qualifié de police à deux vitesses. This isn't just about Henry. Henry could have been your son. Henry could be your son. This has gone on for so fucking long in every town and city across our country. Where as white people we're treated as second-rate citizens by our own government, by our own police force. Sur les images de l'incident, on entend Henri Nowak à l'agonie répéter à plusieurs reprises « On m'a poignardé », ce à quoi un agent répond « Je ne crois pas mon gars ». Les autorités ont confirmé qu'un des agents impliqués dans l'affaire avait démissionné, tandis que les 3 autres, considérés comme des témoins, sont toujours en service. Les pays de l'UE et le Parlement européen se sont mis d'accord lundi sur une loi controversée visant à accélérer le retour des migrants n'ayant pas le droit légal de rester en Europe. Elle illustre le changement de politique migratoire le plus dur de l'Union depuis des décennies. Selon ses supporters, le règlement sur le retour sera la pierre angulaire de la répression de l'UE contre l'immigration clandestine. Objectif, accélérer les retours. Loin d'être un cas isolé, la loi reflète un changement politique plus large en Europe. Partout, les conservateurs, parfois soutenus par l'extrême droite, font pression pour une approche plus dure en matière d'immigration. Les ONG dénoncent, elles, un virage xénophobe dans la politique de l'UE. Au cœur de la loi, les centres de retour. Grâce à des accords avec des pays tiers, les États de l'UE pourraient désormais installer des centres de rétention administrative hors des frontières de l'Union.
Ces centres pourraient être des lieux de transit, mais aussi adaptés à des séjours plus longs, ce qui marque un changement significatif par rapport aux règles actuelles. Autre changement, la plupart des exilés ne peuvent actuellement être renvoyés que vers leur pays d'origine ou vers un pays avec lequel ils ont un lien avéré. Cette exigence serait supprimée. Selon les chiffres officiels, seuls 29% des migrants n'ayant pas le droit de rester en Europe quittent l'UE. La planète devrait connaître un été très intense, car le phénomène climatique El Niño devrait frapper avec 80% de probabilité, alerte l'Organisation météorologique mondiale. L'Europe doit se préparer à des vagues de chaleur plus extrêmes, certaines régions étant particulièrement exposées au risque de sécheresse et d'inondation. D'une manière générale, El Niño a pour conséquence sur la planète de causer un réchauffement, même s'il est temporaire. Or, très souvent, après un épisode El Niño, si on prend le dernier en 2023, l'année qui a suivi a été l'année la plus chaude jamais enregistrée, 2024. Et donc, de manière générale, les températures planétaires devraient être élevées. El Niño est un phénomène climatique naturel caractérisé par une température à la surface de la mer supérieure à la moyenne dans l'océan Pacifique. Ses effets sur la planète varient ensuite en fonction de son intensité, de sa durée et de la période de l'année où il se produit. El Niño, autant le phénomène se déclenche dans le Pacifique équatorial, quelque part ici, et puis ça se réchauffe, mais ce qu'il a comme conséquence, c'est qu'il modifie les vents et puis il modifie la distribution des pluies. On aura comme des déplacements des cellules pluvieuses, et la conséquence, c'est qu'il y a des grosses régions comme ça, comme l'Australie, comme le Sahel, comme le nord du Brésil, qui vont se retrouver dans des situations où ils auront moins de précipitations. L'expert indique également qu'El Niño pourrait provoquer des inondations dans d'autres régions, telles que l'Afrique de l'Est, particulièrement exposées. Au-delà des canaux bondés de Venise, les flamants roses s'installent dans la lagune à l'extérieur de la ville. Au fil des décennies, cet écosystème fragile a été profondément altéré, surtout par les exigences des activités portuaires et industrielles. Mais les scientifiques et les associations environnementales qui œuvrent à la restauration de ces zones humides affirment qu'une forte augmentation du nombre de flamants roses pourrait être le signe que leurs efforts portent leurs fruits. In the past 20 years, the number of flamingos in the lagoon has increased very significantly, especially last year's numbers were the highest ever. We still have to be careful when we're trying to, claim that there's a certain trend, because nature is very complicated. There's so many factors, some that change on a short term, others that are changing on the long term. L'initiative visant à redonner vie à une partie de l'écosystème perdu est financée par le programme Horizon 2020 de l'UE. Where we are now is a reconstructed wetland where sediments from port maintenance activities have been pumped into this contained area, and the idea is that it develops the ecological functionality of natural salt marsh. La présence de flamants roses dans la lagune souligne l'importance de l'écosystème vénitien et offre aux visiteurs une nouvelle façon d'interpréter la ville des canaux et ses nombreuses îles, à travers leur importance écologique et pas seulement historique et artistique. Des centaines d'objets ont été découverts ces derniers jours lors de fouilles archéologiques menées autour de la cathédrale Notre-Dame de Paris. Ces recherches ont été lancées car la ville souhaite transformer la place devant la cathédrale en un espace ombragé et arboré. Depuis plusieurs semaines, les archéologues creusent jusqu'à 4 mètres de profondeur et découvrent des vestiges datant du Paris romain ou médiéval. Au moment de la construction de Notre-Dame, il faut imaginer que tout le parvis, il est construit de maisons médiévales. Il y a une rue au milieu du parvis et il y a des maisons au sud et il y a des maisons au nord. Donc on a retrouvé ces maisons, les fondations de ces maisons, évidemment elles ne sont plus en élévation, les fondations de ces maisons, les caves de ces maisons. Selon les archéologues, les premières traces apparaissent à 50 cm de profondeur. Parmi les dernières découvertes, on trouve des cruches et des tasses, des céramiques, de la poterie médiévale et même une pièce à l'effigie de Constantin, l'empereur romain qui a régné sur une grande partie de l'Europe au IIIe siècle après Jésus-Christ.
La nouvelle place, qui devrait compter 160 arbres, s'inscrit dans le plan de Paris pour s'adapter au réchauffement climatique. Elle devrait être en grande partie achevée d'ici 2028. Dans l'équipe de l'hôpital Ville-Évrard, certains membres du personnel ont des oreilles plus grandes que les autres. Depuis 10 ans, cet hôpital situé à l'est de Paris propose un programme thérapeutique spécial avec des ânes. Balades, caresses, soins, la méthode est peu commune mais aide les personnes souffrant de troubles tels que l'anxiété, la dépression, l'autisme ou la schizophrénie. Le personnel affirme que l'animal peut aider à améliorer la régulation émotionnelle, la communication, les interactions sociales et l'estime de soi. Chez les patients, c'est le sentiment d'utilité pour l'animal qui est évoqué. Quand on prend un médicament qui nous détend, et ben là c'est exactement pareil, c'est vraiment... C'est un médicament animal, ça soulage, on ne pense plus à rien. Voilà, ça me fait énormément de bien. On a une sensation de bien-être après qui est vraiment importante. Selon les patients, le temps passé avec les équidés permet aussi de réduire la solitude. Ce programme de zoothérapie a commencé en 2016 et en 2022, il a obtenu le statut officiel d'unité de soins au sein de l'hôpital. Les séances sont même remboursées par la sécurité sociale. La zoothérapie n'est cependant pas officiellement reconnue par la communauté psychiatrique. Le personnel souhaiterait légitimer cette forme de soins complémentaires. Suite au succès du programme, celui-ci s'est élargi à l'hôpital Ville-Évrard. Aujourd'hui, les patients peuvent aussi prendre soin de cochons d'Inde, de poules, de colombes, de chèvres, de tortues et de lapins.